Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. On parle aujourd'hui de l'IA au travail sans l'assumer. On en parlera bien dans son job avec Eric Gras, directeur de l'expertise emploi chez Indeed, avec une étude du MIT, avec ses salariés qui se cachent parfois pour utiliser l'outil IA. On fait le point avec lui, il est notre invité. Le cercle RH, lutter contre nos biais de recrutement. D'abord, est-ce que c'est possible? Parce que des biais, on en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. On en parlera avec Marie Zambo, elle est fondatrice de Rethink RH et auteure justement d'un livre passionnant, Recrutement sous influence, sorti chez Duno. Et puis on accueillera Chloé Sebag, elle est porte-parole de Diversity Days. On fera le point justement sur ces biais cognitifs qui peuvent parfois empêcher, bloquer un recrutement. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, le secteur de la réparation et de l'emploi durable. Oui, c'est un secteur qui se développe et qui crée de l'emploi. On en parlera avec Héloïse Clitting. Elle est responsable des opérations chez Make.org Foundation. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour vous parler aujourd'hui de l'IA. Alors l'IA, tout le monde en parle, il y a 1000 manières d'entrer dans ce sujet. Il y a un sujet qui est très intéressant, c'est la manière dont on l'utilise en se cachant ou en l'assumant d'ailleurs sur son lieu de travail. On en parle avec vous, cher Eric Gras, directeur de l'expertise emploi chez Indeed, avec sous le bras cette étude du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui est sortie il y a quelques mois, qui justement s'est intéressé à ce sujet. Qu'est-ce qui ressort? C'est-à-dire que les salariés se planquent pour utiliser ChatGPT? Est-ce qu'il y a de ça? Il y a un phénomène, en effet, c'est pour ça qu'on a fait cette étude, parce qu'il y a des choses qu'on voit à travers la donnée et des choses qu'on ne voit pas forcément, de malaise un peu avec l'outil. On a la même chose chez nos ados, les étudiants qui ont du mal à assumer, chez les profs aussi, qui ont du mal à assumer, parce que c'est nouveau, en fait. Et donc, c'est souvent une forme d'aveu de faiblesse en disant, Exact. si j'ai utilisé cet outil, en gros, ça va dénaturer mon travail, ça va le dévaloriser. Alors que pas du tout. La vraie nuance... C'est pas si simple, parce que certains pensent que s'ils dévoilent leur secret et la rapidité d'exécution, ils montrent qu'ils n'ont pas la compétence pour le faire. Il y a de ça. Mais on avait posé la même question la dernière fois qu'on s'était venu sur les lettres de motivation, par exemple, qui étaient générées à 90% par l'IA, qui dans 90% n'étaient pas lues par les recruteurs. Donc c'est un peu la même chose. Il y a une forme d'hypocrisie autour de tout ça. Mais parce que c'est nouveau, comme à notre époque, nous, Arnaud, quand on commençait à utiliser Google aussi, ou Wikipédia. Voilà, si tu ne te contentes Moi, j'étais plutôt Minitel. Ouais, bon, ok, il y avait la même chose avec le Minitel. Exactement. Mais si tu te contentes de reprendre ce que te donne ChatGPT, Claude ou les autres, comme à une autre époque, les résultats de Google ou de Wikipédia, sans analyse et sans aller plus loin, oui, là, c'est problématique. Alors, concrètement, est-ce que petit à petit, on assume, on commence à assumer, ou est-ce que la France, parce que c'est une étude qui nous arrive des États-Unis, est-ce que les Français restent encore un peu en recul par rapport à ce sujet-là? Parce qu'après tout, on peut assumer en disant, ce document, cette étude, je l'ai faite avec Chat. Ouais, alors ça va vraiment très très vite. La France n'est pas vraiment en retard, on n'est pas vraiment en avance non plus, mais ça progresse très très vite. Preuve en est, c'est que le taux d'adoption de la part des entreprises est à quasiment 80%. Donc on a 80% des entreprises aujourd'hui qui disent utiliser de l'IA, commencer à former les collaborateurs. Il y a un an, je ne t'aurais pas du tout donné ces mêmes chiffres-là. Donc ça évolue très très vite. Par contre, ce qui est nouveau, c'est en effet l'usage de l'IA. Notre patron a été interviewé la semaine dernière par Forbes. Et en fait, on lui posait la question, la fameuse question, est-ce que l'IA va tuer des emplois, détruire des emplois? Si oui, quel type d'emploi? En fait, il a une réponse qui est très claire. J'aimerais que tout le monde retienne ça. Ça va tuer quelques compétences, ça va remplacer quelques compétences. Ça va surtout tuer ceux qui ne savent pas se servir de l'IA. C'est vraiment ça la différence. Et d'ailleurs, dans cette étude, ce qu'on remarque, c'est que quand on questionne certains secteurs d'activité, certains recruteurs disent « je préfère investir dans de l'IA plutôt que dans des jeunes recrues ». C'est très inquiétant, ça. Et en fait, ce qui est inquiétant, oui, c'est que c'est une vraie compétence de savoir prompter et utiliser l'IA intelligemment. Et donc, ça, c'est une compétence que recherchent aujourd'hui, dès aujourd'hui, des recruteurs et des managers. Preuve en est, c'est que 67% des actifs en France aujourd'hui utilisent l'IA, de façon avouée ou non avouée. Donc c'est quasiment 7 actifs sur 10, ce qui est beaucoup. 0,3% des offres seulement mentionnent une compétence IA. Donc on a même du mal aujourd'hui en tant que manager ou recruteur à dire
Au-delà de maîtriser le pack Excel, PowerPoint, Word, etc., est-ce que tu sais prompter? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es curieux avec ces outils-là? Donc il y a aussi une pudeur de le mettre sur les annonces en Oui, disant... parce que c'est nouveau et Ouais. en fait, on n'assume même pas ça parce que c'est pas encore structuré réellement dans toutes les entreprises. Sur l'utilisation, quand même, c'est assez intéressant. Rédiger des textes à 37% Oui. dans l'étude. Oui. Étudier, donc ça Ouais. c'est quand même intéressant, c'est-à-dire c'est la puissance de l'outil qui se Ouais. met à notre service, donc ça nous augmente, c'est le Ouais. fameux mot. Résoudre des problèmes à 23%, c'est Ouais. génial, ou brainstormer à 18%, c'est-à-dire qu'on utilise la machine pour nous renvoyer des balles Ouais. et nous faire bouger le cerveau. Donc là, c'est quand même des utilisations extrêmement utiles et nécessaires. Oui, alors c'est pour ça que je dis qu'il y a déjà plein d'outils aujourd'hui dans les entreprises où il y a de l'IA, et il y a déjà des gros écarts entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Quand vous faites une réunion sur Teams ou sur Zoom, par exemple, vous avez une petite fonctionnalité qui vous résume automatiquement tout ce qui a été dit. C'est génial, ça ressort les mots-clés. Vous pouvez remettre ça dans un outil interne ou externe, selon la confidentialité des propos. Ouais. Il y a une possibilité d'optimiser son travail, de gérer son agenda de façon efficace. Parfois, on retrouve quelqu'un, on doit préparer un rendez-vous client, je l'ai vu quand, qu'est-ce que je lui ai dit? On cherche dans un dossier, un drive, dans les mails, dans les Slack. Une IA comme ça peut vous aider en 2 temps, 3 mouvements. Et il est prouvé aujourd'hui qu'on peut gagner entre une demi-heure et 1 heure par jour Ça c'est vrai. de temps et donc de productivité et d'efficacité. Ouais, retrouver le dossier au bon endroit en Ouais. moins de 10 secondes pour avoir le cheminement, pour retrouver la pièce, c'est redoutable. En tout cas, c'est un sujet qui avance. Je retiens évidemment que ceux qui resteront sur le bord du chemin, c'est ceux qui ne sauront pas utiliser l'outil. Merci Eric Gras d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir, directeur de l'expertise emploi chez Indeed, avec cette étude à découvrir, étude dont l'origine est le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. On s'intéresse, tiens, alors ça va intéresser Indeed, au biais de recrutement. Tous ces freins, tous ces murs que l'on se met, qui traversent notre cerveau et qui parfois bloquent un recrutement et font que le candidat a l'impression d'avoir été évincé ou maltraité d'ailleurs. On fait le point avec nos invités, c'est le Cercle RH et j'accueille mes invités. Le cercle RH pour parler des biais, les biais notamment en matière de recrutement, les biais cognitifs, tous ces murs, tous ces sujets, ces pensées parfois qui bloquent ou qui freinent un recrutement et qui créent des préjugés. On va en parler. Alors c'est compliqué pour le recruteur et c'est d'autant plus difficile pour le candidat qui a le sentiment de ne pas avoir pu défendre ses chances dans les meilleures conditions. On en parle avec 2 spécialistes, 2 experts de ce sujet. Marie Zambo, ravie de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venue nous voir il y a quelques temps. Oui, tout à fait. Je vous ai parlé de biais cognitifs. Alors, J'ai de la suite dans les eh yeux. bien, vous ne lâchez pas. Recrutement sous influence. Marie-Sophie Zambo, libérez-vous des biais cognitifs sortis chez Duno, avec beaucoup de choses très concrètes, notamment le biais du scarabée. On en parlera peut-être. J'ai trouvé ça très, très joli. Non bucolique. Il y a plein de formules. Merci à vous en tout cas. Et Chloé Sebag est avec nous. Ravie de vous accueillir parce que vous venez régulièrement sur le plateau. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Diversity Days, engagé évidemment dans tous ces sujets d'inclusion. On se souvient de l'événement unique dont vous nous avez parlé sur le plateau, pour casser, briser les murs de tous ces jeunes, et pas jeunes d'ailleurs, issus de la diversité, Exactement. de l'immigration et tous ceux qui parfois peinent à pouvoir défendre leurs chances. D'abord, je me tourne vers vous. On en a combien? Plus de 100 biais? On les évalue à combien, les biais, les fameux biais cognitifs qui nous traversent le cerveau? Eh bien, il n'y a pas de chiffre officiel, je suis obligée de le dire. Donc, il y en a qui vont jusqu'à 250 dans une démarche un peu inflationniste. Dès qu'il y a une petite différence, ils vont rajouter. Et d'autres qui vont essayer de les recouper, les regrouper au maximum, qui vont dire 50. Moi, je me suis appuyée sur ce qui fait foi, sur ce qui est le plus connu, qui est le codex des biais cognitifs. Donc, il y en a à peu près 180. Mais on a tout de suite quand même une grandeur. Juste d'un mot, c'est énorme. Marie-Sophie, pour ceux qui nous regardent, des biais cognitifs, il y a certains contre lesquels on ne peut pas lutter. On est traversé par des biais du matin au soir. J'ai presque envie de dire presque jour et nuit. Alors quand on dort, c'est moins grave. Mais en tout cas, du matin au soir, on est traversé par des biais. On est tous parasités ou assaillis en permanence par des biais cognitifs. Ils ne sont pas forcément négatifs en soi. La plupart du temps, c'est même positif, puisque ça nous permet de fonctionner en mode réflexe et de ne pas nous appesantir sur les 35 000 décisions qu'on prend chaque jour. Voilà. Mais pour les prises de décision stratégiques, un biais cognitif... Un recrutement, par exemple. Un recrutement, alors ça éminemment stratégique ou un investissement financier. Un biais cognitif qui est un raccourci de pensée qui est spontané, qui est inconscient, va nous induire en erreur.
Et donc, on ne va pas forcément faire les bons choix de recrutement et on va écarter des candidatures. On va parler du syndrome du scarabée, parce que j'ai quand même envie que vous nous le racontiez, puis il y a aussi le biais du clonage. Ça, on comprend bien l'idée de la consanguinité. On prend quelqu'un qui nous ressemble. Chez Diversity, cette question des biais, elle est posée. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez des outils, puis vous avez aussi des candidats qui vous disent non, j'ai pas été pris parce que j'avais peut-être pas la bonne couleur de peau, peut-être que j'avais pas la bonne rue sur le CV. Enfin, en tout cas, un certain nombre de points dont ils ont le sentiment qu'ils sont victimes. Oui, absolument. Et puis même, c'est plus large que les personnes qu'on rencontre. On avait fait une étude il y a quelques temps avec PwC qui montrait qu'un actif français sur 2 craint d'être discriminé aujourd'hui en France. C'est énorme et on peut être discriminé pour plein de raisons différentes tout au long de la vie, en raison de son âge, en raison de son genre, en raison de son handicap visible ou invisible, en fonction de son adresse, etc. Il y a ça et puis, en fait, c'est même encore plus large. On a sorti une autre étude avec Google qui montrait que en 5 ans, la requête suis-je normale a augmenté de 70%. C'est énorme et ça montre en fait la peur qui est existante aujourd'hui de ne pas pouvoir correspondre à ça. Et l'existence de biais dans ce type de prise de décision renforce la peur. Il y a eu le débat des CV anonymes, que je ne sais pas si Diversity Days le portait, il y a eu quelques structures qui l'ont porté, qui permettaient en fait d'effacer, mais vous y croyez, vous, à cette question du CV anonyme pour passer la première étape ? À cette question du CV anonyme, absolument. Et puis aussi au fait de ne pas toujours se fier à la question du diplôme. En fait, on est aujourd'hui dans une économie où la question des compétences, elle est absolument essentielle. Tout évolue en permanence. L'IA crée ça encore plus. Donc, en fait, au-delà de la question du CV anonyme, la transformation des critères de recrutement, elle est absolument essentielle en allant au-delà du diplôme. J'évoquais le biais du clonage. On parlera du syndrome du scarabée. Le biais du clonage, j'ai envie de dire, c'est un biais qui est assez classique chez le recruteur, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire un peu d'endogamie. Bien sûr. Il va essayer de prendre quelqu'un qui lui ressemble. Oui, pour moi, ça rend d'ailleurs au syndrome du scarabée, qui est le fameux qui se ressemble, s'assemble. Le fameux syndrome du scarabée. Qui se ressemble, s'assemble, selon l'adage. Et donc, je vais naturellement, en tant qu'être humain, et donc un recruteur est un être humain, je vais privilégier les personnes qui ont fait les mêmes études que moi, même qui sortent de la même promotion, qui ont les mêmes hobbies, qui sont passés par les mêmes entreprises, de manière inconsciente, parce que les biais, c'est inconscient. Mais ces personnes me semblent plus familières. Ce que vous appelez des raccourcis mentaux. C'est des raccourcis mentaux. Donc voilà, on va vite et on agit vite. Juste, est-ce qu'il faut que les recruteurs, parce qu'en fait c'est une émission qui est quand même tournée vers ceux qui recrutent, les RRH, tous ceux qui sont dans la salle des machines et qui la journée entière est consacrée à faire du sourcing et du recrutement, on les forme, on les met dans une salle avec vous, Marie-Sophie. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est ça le sujet. On les éveille sur ces sujets, on leur dit attention, danger. Attention, l'IA va remplacer votre boulot si vous continuez. Oui. Il y a plusieurs points. Le premier, ça va être la formation, effectivement, et la sensibilisation. Mais en soi, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que j'ai conscience que les biais cognitifs existent que pour autant, ils ne vont pas m'assaillir et parasiter mes prises de décision. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum syndical. Après, il faut passer de la sensibilisation à l'action. Et l'action, ça veut dire mettre en place de manière systémique des méthodes, des techniques, des garde-fous, pour qu'à notre insu, en fait, via ces méthodes et ces techniques, ça nous protège un maximum de ces biais cognitifs. Donc, ça veut dire qu'il faut penser parfois contre soi-même. Alors, s'il y a un maître mot que je dirais, c'est structuration et se faire l'avocat du diable, penser contre soi-même, penser à charge et à décharge, effectivement. Côté Diversity Days, parce qu'on parle aux recruteurs, là, cette émission est destinée, pas uniquement évidemment à tous les Français, mais à ceux qui recrutent, à ceux qui s'intéressent à ces sujets. Vous avez des formations, vous leur parlez, vous avez des prises de parole, parce que c'est intéressant, par le biais de webinaires, par le biais de conférences, pour leur dire attention, vous commettez des erreurs, parce qu'on a parfois un jeune qui est formidable, qui a les bons diplômes, mais qui est sorti de la course. Pas pour les bonnes raisons. Ça, on en parle à toutes les entreprises quand on les rencontre et avec lesquelles on travaille. On l'a fait pas mal avec les entreprises de la tech et notamment les startups parce qu'elles étaient beaucoup moins dotées que les grands groupes en termes de formation. Aujourd'hui, c'est hyper important effectivement de le rappeler, de le marteler, parce qu'en fait, c'est se priver d'un vivier de talent énorme que de toujours aller sur ce biais de confirmation, sur ce biais du scarabée, sur ces aspects-là, où en fait, c'est trop dommage. C'est trop dommage de pas prendre en considération tous ces talents. Donc, on passe notre temps à le répéter. Puis, dans le cadre d'Unique, justement, il y avait plein d'activités qui permettaient aussi d'être dans un autre cadre. Parce que quand on apprend des choses, il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Et mettre en pratique tout ça, ça permet vraiment de changer profondément. Et dans le cadre d'Unique, par exemple, il y avait des méthodes de recrutement assez différentes, promues par France Travail, comme par exemple les stades vers l'emploi, où en fait, on casse les stéréotypes, on crée du lien. Et en faisant une activité ensemble, on dépasse déjà le cadre habituel, quoi.
Je vous le confirme, c'est un excellent outil. Quand même, sur l'enjeu de la tech, moi j'ai lu une étude, alors en préparant l'émission, on me dit, mais c'est pas vrai, moi j'ai lu l'inverse. Il y a un vrai débat sur, moi j'ai lu que certains candidats plébiscitaient l'idée d'avoir l'IA par sa neutralité. Je mets de côté les biais de l'IA, je pense à Amazon qui avait oublié les femmes dans son recrutement. Mais je veux dire, est-ce que l'IA a une forme de neutralité plus forte et de froideur plus forte qu'un recruteur qui peut avoir sa subjectivité, parfois même voilà, porter ses idéologies à l'intérieur de lui? C'est la jolie promesse de l'IA en tout cas. À date. Oh, je vous sens. Non, à date. Vous n'avez pas lu la même étude que moi, en tout cas. Non, en fait, sur les études, et c'est le problème par moment, surtout sur ces sujets, c'est qu'on peut trouver à boire et à manger. Tout est son Biais de contraire. confirmation, si je peux trouver une étude qui va aller dans mon sens et une qui va aller dans l'autre sens. Mais sur l'IA, il y a quand même 2 sujets aujourd'hui, parce que je m'intéresse pas mal au sujet. C'est que si mes données d'entraînement, si mes données au départ, elles sont pas de bonne qualité, eh ben ça va reproduire, voire amplifier les biais. Et il y a aussi le sujet que ça a été développé par des êtres humains qui eux-mêmes sont biaisés. Forcément, les développeurs aussi sont biaisés. Et si on n'a pas pris en compte les biais, il va aussi avoir des biais. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la panacée. On nous vend ça. Je pense qu'à terme, ça permet de tendre vers plus d'objectivité, ou de froideur, ou d'objectivité, ou moins d'affect. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore au point. Mais avec l'IA Act et tout ce qui va venir, puisqu'il va y avoir des obligations d'explicabilité, etc., liées aux outils et aux ATS, on va aller dans la bonne direction, je pense. On ne l'a pas dit, mais ceux qui sont finalement les victimes de ces biais cognitifs venus des recruteurs, dont vous nous dites que c'est l'inconscient qui parle, hein. D'ailleurs, on ne verbalise pas forcément ce type de choses, c'est qui? C'est les femmes, c'est les personnes issues de la diversité des quartiers, c'est les personnes de forte taille. Enfin, qui est éliminé, là? Qui est victime de cela? En fait, tout le monde. En soi, tout le monde peut être éliminé à cause de cela, parce que tout dépend du recruteur qui est en face et des a priori positifs ou négatifs qu'il peut avoir. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, et pas forcément. Enfin, l'idée, c'est pas de culpabiliser tout le monde. Parfois, on recrute vite, parfois, on n'a pas le temps, parfois, on se dit, ah bah tiens, telle personne, ça va le faire, ça va être super, et dans d'autres cas, c'est pas le cas. En fait, il faut juste être conscient de tout ça. Et voilà, mais l'âge, par exemple, c'est terrible ce qui se passe avec l'âge. De se dire qu'une personne ne peut pas, notamment par exemple dans les métiers du numérique, y aller. Et puis, il y a l'autocensure. Enfin, il y a énormément de choses qui jouent. Il y a l'apparence qui est Aussi. phénoménale, c'est connu. Ça, c'est le premier biais. C'est le premier biais, l'effet de halo, tout ce qui est lié à la première impression, mais c'est vraiment cheveux, phénoménal. Les L'allure, la posture, même l'accent, ou non, voilà, c'est assez phénoménal. J'ai vu qu'il y avait un biais sur l'accent. Oui. Vraiment. Et après, je me permets, parce qu'on y pense moins, mais moi, c'est mon message aussi avec ma casquette de formatrice, etc. Ceux qui en pâtissent aussi sont les organisations, on l'a dit. Voilà. Les organisations, elles vont recruter des personnes qu'elles n'auraient pas dû recruter. Elles ne vont pas recruter des personnes qu'elles auraient dû recruter, qui auraient été des superbes ressources. Si elles n'ont pas les bonnes ressources, il va y avoir plus de turnover, des motivations et éventuellement des risques juridiques pour discrimination. Est-ce que cet enjeu des biais, contre lesquels il faut préciser, on ne peut pas lutter contre tous les biais, c'est pas vrai, Non. ça c'est un mensonge. Non. Mais est-ce qu'il faut processer, il faut que le RH ait quelque chose de beaucoup plus processé pour qu'il soit beaucoup plus encadré dans sa démarche de recrutement, parce que ça oblige à processer. C'est le maître mot, c'est de mettre à plat son processus de recrutement et de structurer au maximum et de recourir, si je dois dire une technique, à l'entretien structuré absolument. Donc c'est-à-dire structuré au sens où il a un processus de questions, comme un sociologue qui poserait des questions d'une manière scientifique, exactement comme le pratiquerait un... Ou une checklist, il ne va pas en départir et il n'y aura pas d'exception. Il a son processus et il le déroule. Mais à quel moment il peut mettre quand même de l'affect? Parce que parfois, il arrive qu'on recrute quelqu'un parce qu'on pratique le même sport, parce qu'on va dans la même école, c'est un biais. Oui, moi je recrute pas. J'ai fait 20 ans d'expérience en recrutement. J'ai pas recruté quelqu'un parce qu'il y avait le même hobby que moi. J'ai tendance à recruter à la compétence. Oui, Marie-Sophie. Attention. Je sentis que ça vous plaisait pas. Non. Mais ça, c'est une réalité que parfois vous entendez. Je sais. C'est pour ça que d'ailleurs je dis aux candidats de pas mettre les hobbies et les loisirs sur le CV. Donc le RRH doit quand même être un peu plus froid, un peu moins dans l'émotionnel et beaucoup plus dans la structuration de son Dans la questionnaire. structuration et revenir à chaque fois aux critères purs de recrutement C'est moins fun. pour l'évaluer. Et oui, Non, il y a mais- moins de feeling. Il n'y a pas, il y a pas de feeling. on est c'est ça, d'accord. le fun. Mais C'est ça, voilà. l'idée, c'est d'enlever la question du feeling. Et même, notamment, on parle des loisirs, le fait de les enlever, par exemple, même si c'est l'IA qui traite, ça peut vraiment influencer. Il y a beaucoup de choses qui, dans la manière dont on décide de créer le prompt, dans la manière dont l'outil a été imaginé, il y a plein de choses qui peuvent influencer. Donc, vraiment, être dans l'analyse la plus froide possible. Et le réflexe qu'on s'est donné, c'était de se faire parfois l'avocat du diable dans sa tête pour se dire, est-ce que je suis en train de prendre la bonne Je décision? pense contre moi-même, quoi. Parfois, je Oui, me dis, pense contre toi. Naturellement, je pense ça, mais est-ce que j'ai raison et quels sont les autres arguments qui iraient dans l'autre sens? Et il y a un mot qu'on n'a pas cité, mais qui est d'ailleurs dans votre livre ici, largement traité, qui est la question du collectif. Être seul face au candidat,
on a beau penser contre soi-même, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des regards croisés. Oui. Ça, c'est pas inintéressant. Alors, c'est plus long, évidemment. C'est parfois plus lourd à organiser, mais c'est utile. Il faut bien l'orchestrer parce que sinon, il y a même des biais liés au groupe. Mais Exact. sinon, Écoutez, arrêtez avec je vos biais. sais, je suis Ça suffit, désolée. Marie-Sophie. c'est compliqué. Mais dans l'absolu, on va dire, les biais des uns neutralisent les biais des autres. Exact. Donc, il y a la force du collectif. Et donc, ça peut revenir à zéro, effectivement. Voilà, on peut... C'est passionnant parce que cet enjeu des biais, il est déterminant dans la qualité des recrutements. Je parle côté recruteur et sur la pérennité aussi des recrutements parce que Tout à fait. quand on se trompe, ça coûte cher. Merci à vous, mesdames. Je ne vous ai pas précisé pour vous, Marie Zambeau, vous êtes fondatrice de Rethink. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Rethink RH, mais mon accent Rethink est RH. perfect. J'ai mis le petit the. Merci. C'est peut-être un biais d'ailleurs, ça. Et autrice de ce livre passionnant, Recrutement sous influence, libérez-vous des biais cognitifs, sorti chez Duno. Merci à vous, Chloé Sebag, porte-parole de Diversity Days. Avec plein d'événements, plein de formations, d'accompagnement autour de tous les enjeux liés à la diversité. Merci à vous, mesdames. On termine notre émission, évidemment, avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un secteur qui crée de l'emploi, qui est très dynamique, qui est le secteur de la réparation et des emplois durables. Et pour en parler, parce que c'est un événement particulier qui s'organise autour de ce secteur, Héloïse Flitting. Bonjour Héloïse. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, responsable des opérations chez Make.org Foundation. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien ? Il y a un lien direct parce que votre fondation, Make.org, accompagne des projets qui vous semblent vertueux. C'est bien ça le sujet ? Tout à fait. Donc, je travaille au fonds de dotation Make.org, qui est rattaché à l'entreprise Make.org. Et on travaille du coup à accompagner des projets d'associations d'intérêt général sur des enjeux sociaux et environnementaux. Et parmi ces projets-là, depuis 3 ans, on co-porte avec l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP, les Journées nationales de la réparation. 3e édition de ces Journées nationales de la réparation, juste quand même ce chiffre qui est très important, près de 700 000, environ 700 000 emplois créés dans le secteur de l'économie circulaire. Alors ça ne concerne pas que le secteur de la réparation des vélos et ce qu'on connaît, c'est beaucoup plus vaste, mais ça veut dire que c'est un secteur extrêmement dynamique. Exactement. Ce chiffre, il est à l'échelle de l'Union européenne, donc c'est plus large que la France, mais quand même en France, rien que dans le domaine de l'électroménager, on a 3000 postes qui vont s'ouvrir dans les prochaines années. Donc on répare la machine à laver, on répare le grille-pain. Exactement. Tous les produits de chez nous peuvent être réparés, du coup. Et l'objectif, justement, des Journées nationales de la réparation, c'est de sensibiliser les citoyens au réflexe d'aller réparer ces objets. Alors, du 16 au 19 octobre, pour que les choses soient un peu concrètes, c'est intéressant, c'était un vrai event. Ouais. Journée nationale. Ça se passe comment ? Où est-ce qu'on peut aller s'informer, peut-être même déposer en même temps, en profitant, j'imagine, apporter, je ne sais pas, son aspiro qui ne marche pas, et au lieu d'en racheter un neuf, on va le faire réparer. Comment ça marche ? Alors, en fait, pendant 4 jours, donc du 16 au 19, on a des structures. Ça peut être un cordonnier, ça peut être un réparateur, un tailleur, un réparateur électroménager, qui vont ouvrir leurs portes, un peu comme les Journées européennes du patrimoine qu'on a eues ce week-end. Ils ouvrent leurs portes sur quelques heures, pendant ces 4 jours, auprès des citoyens pour qu'ils viennent être sensibilisés aux enjeux de la réparation, aux enjeux environnementaux de la réparation, et également, s'ils le souhaitent, amener leur objet pour le réparer. Par exemple, on a beaucoup de ressourceries, de recycleries, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ouvrent leurs portes dans cet objectif de sensibiliser à la réparation. Les fameuses ressourceries qu'on trouve dans les grandes villes aujourd'hui, principalement dans les grandes villes, qui sont des lieux où on peut venir déposer, faire réparer, c'est bien ça. Et ça veut dire que derrière, quand même, il faut des techniciens capables d'ouvrir le moteur d'un vieux machin qui date des années 80, parce que c'est ça le sujet. Complètement. Former ces personnes et pouvoir être capable de repartir avec son grille-pain sans en racheter un neuf. C'est bien ça le sujet. Exactement. Vous intervenez comment, Make.org Foundation, sur ce sujet ? C'est financier ? Vous amenez de l'humain ? Alors, nous, on copilote ce projet donc, avec l'association HOP. On va trouver des mécènes financiers qui financent le projet. Donc, on a typiquement Écosystème, Refashion, Orange, Fnac Darty, Boulanger, Modèle Tissu. Des grands acteurs qui ont ces enjeux de la réparation et qui donc financent ce projet. Et on a également des partenaires réseaux qui nous permettent d'aller mobiliser des acteurs sur le terrain. Dans les partenaires réseaux, on a bien sûr les mécènes financiers qui sont aussi partenaires réseaux, mais on a également des acteurs de l'économie sociale et solidaire, le réseau national des ressourceries et recycleries, la CMA, donc les chambres de métiers de l'artisanat. On va avoir France Travail, qui est France très Travail, intéressé exactement. par votre sujet. Et cette année, justement, cette édition, on met à l'honneur les métiers de la réparation avec France Travail. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main pour faire des événements vraiment en lien avec l'attractivité, le recrutement et la formation des métiers de la réparation. Avant de partir en 5 secondes, il faut le rappeler, c'est un secteur qui recrute, Héloïse.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités de reconversion dans ce secteur. Exactement. En fait, on a plein de formations qui existent aujourd'hui pour se former à ces métiers-là. Et l'objectif, c'est justement de rendre visibles ces formations et ces recruteurs. 16 au 19 octobre 2025. Allez sur le site, j'imagine, de la Foundation Make.org Oui. et de tous les acteurs qui sont associés, parce que j'imagine qu'ils promeuvent cet événement. Merci, Héloïse Cliting, d'être venue. Vous êtes responsable opération Make.org Foundation avec ces enjeux de la réparation et ces créations d'emplois potentiels. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, évidemment, de m'avoir accompagné. Merci à notre ami réalisateur Enrel, et merci à vous pour vos réactions et l'intérêt que vous portez à Smart Job. Bye bye.